J'ai toujours cru en la force incroyable des femmes, et je suis sûre que si toutes les femmes pouvaient se rencontrer, alors elles prendraient conscience de la puissance qu'elles portent en elles et découvriraient le pouvoir immense qu'elles ont de faire bouger les lignes. Je vous propose donc de nous rencontrer ici, et je vous souhaite la bienvenue dans Ophélie et vous, le podcast qui met en lumière la parole des femmes, sans filtre et sans tabou. Je m'appelle Ophélie, je suis maman de 3 enfants et votre hôte. J'adore parler, mais surtout écouter et découvrir vos histoires. Dans cette première saison, nous parlerons de l'ambivalence qui nous traverse souvent quand on devient mère. Nous parlerons de toutes celles qui jonglent entre la maternité et leur carrière. Nous parlerons du ressenti profond de chacune d'entre elles, de réussite, de doutes, de regrets, de petits et grands moments qui font le quotidien des mères d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Céline. Céline, mon invitée du jour, est une femme investie à 200% dans sa carrière. Son travail, c'était sa priorité, sa boussole, son moteur. Avoir des enfants, oui, mais pas au détriment de sa carrière. Au vu de son modèle, il n'y avait aucun doute. Elle aurait des enfants, mais ils seraient vite gardés pour qu'elle reparte travailler. Mais tout a changé, le jour où le désir d'enfant est devenu central. Commence alors un long parcours de PMA, fait d'attentes, de doutes et de remises en question. Un chemin qui ne l'a pas seulement transformée en mère, mais qui a aussi profondément bouleversé sa vision de la réussite, du travail et de ce qui compte vraiment. Dans cet épisode, elle nous raconte avec sincérité son basculement intérieur. Comment elle est passée de cette vie menée par ses ambitions et sa carrière à un quotidien plus aligné avec ses nouvelles valeurs et son quotidien de mère. Un récit puissant qui parlera à toutes celles et ceux qui un jour ont vu leurs priorités évoluer. Je vous laisse découvrir son histoire et vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Céline. Bonjour Ophélie. Je me fais un plaisir de t'accueillir aujourd'hui du coup sur mon podcast. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous présenter ta petite tribu ? Alors, je m'appelle Céline, j'ai 39 ans. Je suis mariée avec Antoine depuis 10 ans, mon mari donc, et en couple depuis 20 ans. Donc on commence à être des dinosaures. On est tous les deux parents de 2 petites filles de 4 et 9 ans. Et on a aussi un petit chien et un chat qui font partie intégrante de notre famille. Super, merci. Donc dans ce petit podcast aujourd'hui avec Céline, on va aborder plein de sujets. Oui. Notamment les rêves que tu avais à ton tout début de carrière, comment est-ce que tu concevais de construire ta carrière plus tard, mais aussi on verra comment cette maternité, cette première maternité puis cette seconde t'ont changé un peu tous tes plans. Oui. On est d'accord. On va aussi parler PMA dans cet épisode. Je sais que ça va toucher aussi pas mal de personnes qui nous écoutent, parce que c'est quand même un lourd sujet que certaines femmes sont obligées de traverser. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir aborder aussi ce sujet-là qui va en toucher plus d'une à mon avis. Avec grand plaisir, puisque c'est pour moi des sujets qui doivent être libérés. Tout à fait. Quand toi tu étais, quand tu étais petite, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard ? Avant que tu viennes à la maison, je me suis posé la question pour vraiment réfléchir là-dessus. Et j'avais 2 rêves. Être vétérinaire, avocate ou travailler dans la pub. Ok. Et tu avais des exemples autour de toi ? Ta maman travaillait, tes tantes, tes grands-mères, les modèles féminins de toi étaient plutôt des personnes qui travaillaient, qui étaient au foyer. Comment est-ce que tu voyais du coup le travail féminin ? Alors moi, j'ai été élevée dans une famille avec des parents qui ont énormément travaillé. Donc mes parents ont toujours travaillé ensemble. Quand j'étais toute petite, ils ont eu une pizzeria. Moi, j'étais pas encore née, mais après une boulangerie. Et en fait, j'ai toujours vu mes parents travailler 50 heures, 70 heures par semaine, mais j'ai jamais manqué d'eux, puisque ma mère, par exemple, quand j'étais petite, elle se levait à 4 heures du matin pour aller allumer les fours de la boulangerie. Et elle revenait à 6 heures pour nous préparer le petit-déj et nous amener à l'école. Le midi, on mangeait pas à la cantine, elle venait nous chercher pour nous faire manger dans l'arrière-boutique de la boulangerie. Et le soir, elle nous récupérait pour pas qu'on aille à l'étude et nous faire nos devoirs. Donc le modèle familial que j'avais moi, c'était vraiment la super Wonder Woman qui assurait sur tous les plans, mais qui s'épuisait parce que je vois mes parents, ils ont sacrifié leur santé pour notre bonheur. C'est-à-dire que toi, dans tes yeux de petite fille, tu sentais déjà que ta maman elle s'épuisait, ou est-ce que c'est maintenant avec le recul, maintenant que tu es maman, que tu te dis bon bah elle devait certainement être épuisée, ou est-ce que tu le sentais vraiment petite fille ? Alors quand j'étais toute petite, non. Mais quand je suis devenue ado et que j'avais un peu plus de maturité pour voir les choses, j'ai dit à ma mère, moi je serai jamais comme toi, je vais jamais autant me sacrifier pour mes enfants. T'en fais trop, maman. Moi je retournerai travailler, ils seront en nounou. Tu fais trop de choses, maman.
Ah, donc tu avais cette conscience, surtout que ta maman, elle donnait beaucoup pour vous. Oui, en énormément. Même temps que son travail. Voilà, en fait, je me rendais compte que j'ai jamais passé un seul repas sans mes parents. Enfin, alors qu'ils avaient un boulot énorme, qu'ils bossaient 6 jours sur 7, etc. Et j'avais conscience que pour tout ça, c'est-à-dire qu'elle avait jamais de temps de break, en fait. C'est-à-dire que ses temps de break, c'était s'occuper de nous, quoi. Et je voyais ma mère épuisée, sa santé, etc. Et moi, je lui disais, je veux surtout pas ça, quoi. Oui, donc tu es plutôt dans l'optique de ne pas reproduire le schéma je travaille à fond et je suis à fond Alors, avec les la enfants. businesswoman, oui, mais avec les enfants gardés en nounou. Ça, c'était l'idée que j'avais quand moi, j'étais ado. D'accord. Et concernant la maternité, tu savais tout de suite que tu voulais des enfants? Alors, depuis toujours, là, je parlais avec moi, mais là, je parle de moi, mais j'ai toujours voulu des enfants parce qu'en fait, ma mère est l'aînée de sa famille. Donc, avec mon frère, on était les deux aînés. Donc, forcément, on n'avait que des plus petits en dessous de nous et j'ai beaucoup joué à la maman avec tous mes cousins, cousines et j'adorais ça. Et donc, pour moi, avoir des bébés, ça faisait vraiment partie intégrante de la vie. Et en plus, j'avais que des cousins, cousines, un peu comme ton fils, ultra cool, ultra... Donc pour moi, avoir un bébé, c'était vraiment jouer à la poupée, c'était parfait, facile. Mais par contre, dans ma famille, mes tantes étaient plutôt mères au foyer. D'accord. Sur le temps du congé, elles prenaient un long congé au moins jusqu'à l'école. Ah, donc tu avais quand même un exemple de personnes qui avaient levé un peu le pied sur le travail pour pouvoir s'occuper du foyer. Oui, mais qui du coup n'avaient pas la qualité de vie de mes parents. Au point de vue, financier, forcément, puisque quand il n'y a plus qu'un des deux salaires, ça impacte. Et ça, je le voyais quand même déjà de nous. Moi, j'allais au ski tous les hivers. On avait une résidence secondaire à la plage, dans le sud, parce qu'on était lyonnais. J'ai jamais manqué de rien. J'ai même eu beaucoup, trop. Ah, donc tu avais déjà aussi cette conscience du sacrifice, en fait, de ces personnes qui, du coup, parce que c'est vrai que financièrement, quand une des deux personnes ramène moins d'argent dans le foyer, ça donne une certaine sorte de précarité au foyer. Dans certains foyers, pas dans tous, mais en tout cas, ça peut arriver en fonction du salaire du père, etc. Si c'est lui qui décide de travailler. Et par exemple, pour mes cousins et cousines, ceux dont on était très proches, ma mère, elle les prenait avec nous en vacances pour leur offrir, notamment mes deux petits cousins, pour leur offrir des vacances, en fait. Que leur maman pouvait pas forcément... Oui, donc c'est ce qui t'a donné un modèle quand même de vouloir assurer matériellement, mais de pas t'épuiser à avoir tes enfants en même temps que ta carrière. C'est ce que je pensais, ouais. D'accord. Comment tu as fait ton entrée du coup dans la vie active? Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Du coup, est-ce que tu as choisi un des métiers que tu rêvais de faire ou pas? Alors, oui et non. Parce que je travaille bien dans la communication et le marketing, donc je suis restée dans le milieu de la pub. Sauf qu'après après mon bac, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué. Parce que dans mon idée, travailler dans la pub, c'était être illustratrice ou alors... c'était vraiment... puis surtout, c'est que j'ai 39 ans. Donc la pub de quand j'avais 18 ans et la pub de maintenant, c'est plus la même. Il y avait pas ChatGPT, il y avait beaucoup moins d'aides graphiques sur les ordinateurs, etc. Donc il fallait avoir un coup de crayon exceptionnel. Et en fait, je me suis épuisée sur cette mise à niveau en art appliqué. Pour avoir le niveau des gens de ma classe en dessin, je devais bosser 10 heures quand ils bossaient 1 heure. Donc clairement, et sachant que c'est un milieu très concurrentiel, je me suis dit que c'était pas la peine d'aller plus loin. En revanche, tous mes profs ont dit à mes parents, elle est vraiment faite pour la communication pure, elle communique bien, etc. Elle pourrait plutôt diriger des gens qui eux, dessinent. Et c'est ce que j'ai fait. Donc après, j'ai fait un BTS communication en alternance au cabinet du maire de la ville de Lyon. Et après, j'ai fait une licence communication électronique à la Mutualité française. Et là, j'ai été embauchée. Donc, j'ai arrêté mes études à ce moment-là parce qu'ils m'ont proposé un poste. D'accord. Et tu avais quel rythme de travail, du coup, dans ton premier emploi ? Quand je travaillais énormément. Je finissais très tard le soir. Je comptais pas mes heures. Si on me demandait de revenir le week-end, etc., j'étais tout le temps hyper contente. J'étais très, très carriériste. Donc... Et surtout, c'est que j'étais extrêmement honorée qu'à seulement 20 ans, on me propose des postes de responsable com. Et du coup, je voulais vraiment rendre la chance qu'on m'avait offerte à mon directeur. Donc plutôt quelqu'un de très carriériste qui voulait avancer dans ce... Je voulais avancer et à l'époque, j'avais moi aussi les dents qui riaient plutôt par terre, quoi. Oui. J'aurais pas laissé ma place à quelqu'un d'autre, quoi.
D'accord. Sans forcément écraser les autres, mais j'avais ma voix qui était faite et je laissais personne passer devant moi, quoi. Du coup, est arrivé Antoine dans ta vie? Antoine, il est arrivé en BTS. Ah. Donc Ah Antoine, oui, il m'a connue quand je venais d'avoir 19 ans. D'accord. Donc, quand est-ce qu'est arrivé entre vous ce projet, cette envie d'avoir des enfants? Alors, pas tout de suite du tout. Alors moi, quand j'ai rencontré Antoine, je lui ai dit je veux avoir des enfants à 25 ans. Et lui, il m'a dit oula, sûrement pas. Parce qu'il a dit moi, il venait de sortir du divorce de ses parents qu'il avait complètement anéanti. Même plus que chamboulé, anéanti. Sa mère, elle était alcoolique. Elle avait fait des tentatives presque de suicide devant lui. Elle disait je vais me jeter par la fenêtre, etc. Enfin, du coup, lui, le premier truc qu'il m'a dit quand il m'a rencontré, c'est je crois pas à l'amour, je crois pas au mariage. C'est assez séducteur. C'est très séducteur. On notera. Et voilà. Et du coup, comme j'aime les challenges, je me suis dit que j'allais le faire changer d'avis. J'ai mis du temps, hein, beaucoup de temps, mais j'ai réussi, la preuve. Et voilà, donc lui, il était vraiment, vraiment, à 19 ans, pas du tout raccord sur avoir des enfants. Il en voulait, il en avait toujours voulu, même beaucoup. Lui, dans sa tête, il disait 3, 4, 5 enfants. C'est plus du tout ce qu'il pense, hein, mais c'est ce qu'il pensait. Et moi, 2, vraiment, parce que c'est vraiment le modèle familial dans ma famille. Tout le monde a 2 enfants. Je trouvais ça bien, 2 enfants, donc voilà. Et après, en fait, Antoine est parti en Australie. Pendant, donc, de mes 25 à... De mes 23 à 25 ans, je crois. Et donc, je l'ai rejoint un peu là-bas, etc. On est restés ensemble, mais forcément, du coup, ça a décalé tous les projets qu'on aurait pu avoir. Mais de toute façon, il voulait toujours pas d'enfant à ce moment-là. Sauf que, voilà. Sauf que quand il est revenu, il m'a dit que la séparation et ce qu'on avait vécu, la séparation géographique, ça lui avait vraiment convaincu qu'on était faits l'un pour l'autre. Et que du coup, maintenant, il savait qu'il voulait faire sa vie avec moi. Après, il m'a demandé en mariage, etc. Mais il a dit toujours pas les enfants. Pas tout de suite. Et donc, quand est-ce que Antoine s'est décidé? On s'est mariés quand on avait 30 ans. Et juste avant le mariage, en fait, on a aménagé dans le sud de la France. Avant, on était lyonnais. Et c'est important. Parce que du coup, j'avais besoin de trouver une gynécologue en arrivant ici. Et j'ai pris la première que je trouvais, qui était au Canet, à côté de là où on habitait à l'époque. Et c'était une remplaçante qui m'a fait une écho et qui m'a dit « Oula, mais vous avez l'air d'avoir des ovaires polykystiques. Faites attention, quand vous allez vouloir avoir des enfants, ça va être compliqué. » Ok. Et en fait, alors qu'on n'était pas du tout en projet d'avoir des enfants, etc. Mais du coup, quand moi, je suis sortie de là, j'ai dit à Antoine écoute, il faut qu'on se pose la question, peut-être ça va prendre du temps, etc. Donc, et là, en fait, ça a fait germer une graine dans sa tête. Et genre 2 mois après, il a dit c'est bon, on se lance, on essaie d'avoir un enfant. Donc là, tu avais quel âge? 29, 28, 29 dans ces eaux-là. Et tu faisais quoi à ce moment-là comme travail? Je travaillais chez Clair Azur, c'est une société de spa, sauna et hammam. C'est les premiers de luxe en France, c'est des fabricants. D'accord, donc tu avais quand même encore un job à responsabilité. En CDI, etc., que j'adorais. Du coup, quand tu as voulu, vous avez commencé ce projet bébé, dans ta tête, tu pensais que ça allait s'organiser comment? Tu t'étais dit, je vais tomber enceinte, je vais avoir cet enfant et je vais reprendre le travail tout au bout de 2 mois. Est-ce que tu t'étais déjà dit, quand on aura un enfant, moi je vais m'arrêter un petit peu de temps? Comment est-ce que tu voyais ce projet-là au tout début? Alors déjà, en fait, il y a eu un petit contretemps au départ. C'est-à-dire que quand on a essayé pendant 6 mois et on a vu que ça marchait pas, on m'a dit, il y a une super gynéco à l'hôpital de Cannes qui suit les parcours PMA, etc. Et il y avait 6 mois d'attente pour avoir le rendez-vous. Il se trouve que le premier jour de mon CDI chez Clair Azur, c'était le jour du rendez-vous. Ah. Et je me suis dit, comme on disait tout à l'heure, c'est le destin en fait. C'est-à-dire que le destin, il a dit qu'à ce moment-là, il fallait pas que j'y sois et j'ai appelé l'hôpital pour décaler le rendez-vous. Donc quoi qu'il arrive, ça avait décalé tous les projets au moins de 6 mois, puisque j'ai eu un rendez-vous 6 mois plus tard, quoi. Parce que tu savais déjà que tu devais t'inscrire dans un parcours PMA. Comment est-ce qu'on peut... En tout cas, je savais qu'on allait devoir faire des examens complémentaires, etc. Et je me suis dit, si j'ai besoin d'être absente, etc., et que je viens à peine de commencer, en période d'essai, j'ai dit, c'est pas grave, on n'est pas à 6 mois près. D'accord. Étant donné que je te rappelle que j'étais très carriériste et que du coup, je voulais un enfant, mais je voulais pas non plus que ça me porte préjudice dans ma carrière. Donc tu avais quand même cette peur de te dire, si je me lançais à en faire un enfant, que j'ai plusieurs rendez-vous, je dois être absente.
ça peut éventuellement mettre à mal ma carrière. Exactement. Et surtout, c'est que donc la société dans laquelle je travaillais, tout le monde disait que il y avait des petites rumeurs qui couraient, qui disaient que quand tu avais un enfant, c'était hyper mal vu, que genre t'étais puni pour ça, etc. Et je t'en parlerai plus tard, mais pour moi, ça n'a pas du tout été le cas, bien au contraire. Donc, du coup, vous avez fait des essais, tu te rends compte que ça marche pas tout seul, en tout cas, que ça met plus de temps. Que c'est un petit peu compliqué. Tu décales ce fameux rendez-vous de cette grande spécialiste à Cannes qui te dit que c'est la papesse de la PMA et que tu as envie du coup d'être suivie par elle. Voilà. Comment ça se passe ? Du coup, tu commences ton CDI chez Claire Je commence Azur. mon CDI, ça se passe super bien, je suis hyper contente d'être là-bas, etc. Et vient le moment du fameux rendez-vous. Donc là, elle nous fait faire tous les examens, etc. Et on commence un premier protocole avec lequel je tombe enceinte. Ok. Ouais, donc juste avant notre mariage au mois de septembre, en fait. Et j'ai fait une fausse couche 2 semaines après notre mariage. En fait, j'étais enceinte à notre mariage, mais je ne le savais pas. Et en fait, encore une fois, mauvais concours de circonstances. On arrive à l'hôpital, du coup, parce que quand tu es en PMA, tu as du contrôle avant pour savoir si tu es bien en ovulation, etc. Et on tombe sur la petite copine d'un des meilleurs amis d'Antoine, qui était son interne. Du coup, gros malaise, puisque la gynéco était de garde sur un accouchement, et du coup, elle avait envoyé une de ses meilleures internes, sauf que te retrouver en position gynécologique avec la femme de ton meilleur pote, c'est un peu malaisant. Et du coup, en fait, elle n'a pas très bien regardé l'échographie parce qu'elle voulait faire le plus vite possible. Elle était très gênée. De découvrir qu'on était en PMA et qu'on n'en avait pas parlé. Et d'avoir Et du coup, elle a dit, je suis désolée, ça n'a pas marché, etc. Alors qu'en fait, ça avait marché. Ok. Donc, elle a fait une erreur. Dans les faits, ça n'a rien changé puisque je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche. Mais du coup, on était sûrs, Antoine et moi, que pour le mariage, en tout cas, je n'étais pas enceinte. Comment tu as vécu cette fausse couche ? Ça a été un déclic pour toi ? Ça a changé quelque chose ? Alors, en PMA, quand tu fais une fausse couche, c'est plutôt vu comme quelque chose de positif. C'est pas pour moi, mais pour le corps médical. C'est-à-dire que quand j'ai appelé la gynécologue et que je lui ai dit j'ai toujours pas mes règles, etc., elle dit on va vous faire une prise de sang. Et quand la prise de sang était positive, elle m'a dit on a fait 48 heures après, les taux baissaient. Elle m'a dit mais c'est très positif, ça veut dire qu'en fait votre corps est capable de déclencher une grossesse, donc ça veut dire que ça va marcher. Ok. Donc en fait, c'est-à-dire que moi j'étais évidemment effondrée parce que ça faisait déjà 1 an qu'on essayait et que du coup commencer le mariage avec une fausse couche et tout, c'était pas top. Mais le fait qu'elle te dise, ça veut dire que en fait j'ai gardé dans un coin de ma tête le fait que ça allait pouvoir marcher. Intéressant. Je savais pas que c'était un signe positif parce que finalement c'est vécu par un drame pour un drame pour la femme. Et finalement, ça peut être c'est très positif pour le corps médical. Pour le corps médical, après 1 an sans grossesse, le fait qu'avec une simple stimulation, tu puisses tomber enceinte, ça veut dire que ton corps, il a juste besoin d'un peu d'engrais, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, parce que là, tu n'avais pas encore fait d'insémination. Non, c'était juste, ça s'appelle du Clomid, c'est des comprimés à prendre du début de tes règles, je crois. Je me rappelle plus exactement, mais du début de tes règles jusqu'à l'ovulation. Donc finalement, cette petite encombre et cette aide, ça t'a donné de l'espoir. En me disant que je savais que ça allait pouvoir marcher, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, avant ce parcours PMA, comment est-ce que ça s'est passé l'année qui a suivi cette fausse couche ? L'année qui a précédé ou qui a suivi ? Qui a suivi la fausse couche, du coup, parce que comment est-ce que tu es tombée enceinte de ta première fille en fait, donc la première fois, je suis tombée enceinte le 18 septembre et j'ai fait une fausse couche juste après. Pour ma première fille, je suis tombée enceinte le 18 septembre. Et pour ma deuxième fille, je suis tombée enceinte le 18 septembre. Ah oui. Autrement dit, le 18 septembre, il y a un truc avec le 18. Mais voilà, du coup, on a dû attendre 1 année entière avant de pouvoir avoir notre fille. Et là, ça a été extrêmement éprouvant parce que du coup, parce que tu t'attends comme ça à marcher du premier coup, parce que ça marche vite. Et en fait, tu t'attends pas à attendre 1 an, tu t'attends pas à faire des centaines d'injections, tu t'attends pas à la difficulté du parcours qui t'attend, en fait. Donc du coup, là, vous partiez dans ce parcours PMA où tu avais des injections ? Oui, en fait, au tout début, donc la gynécologue de l'hôpital de Cannes, elle m'a fait faire une deuxième stimulation après la fausse couche. Et après, en fait, elle m'a dit, je suis désolée, je suis enceinte, je m'arrête en congé maternité. Et du coup, tu te retrouves, en fait, c'est-à-dire que c'est double peine, quoi. C'est-à-dire qu'elle t'abandonne, mais c'est pas de sa faute, elle a tout à fait le droit. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, tu te sens complètement démunie parce que tu avais confiance en elle, etc. Et là, du coup, j'en ai parlé à mon travail, à une de mes collègues qui m'a dit, je connais une pépite, tu vas voir. Parce qu'avant elle, on en avait vu 4 autres.
Ah oui. Et voilà. Et là, on a trouvé vraiment le docteur, je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom, mais en tout cas, le docteur Gaïd, c'est, je pense, la plus humaine des médecins du monde. Elle est incroyable. Elle m'a donné son numéro de portable. Je pouvais l'appeler le week-end pendant les cycles de stimulation. Quand j'étais enceinte de mes filles, elle est revenue pendant ses vacances pour pas que je aille aux urgences gynécologiques, etc. Enfin, c'est un ange. Et c'est grâce à elle, du coup, qu'on a eu notre première fille. Donc là, vous étiez dans ce parcours PMA avec injection, insémination. Pour Serena, au début que des injections, et après pour Serena, il y a eu des inséminations. Tu en as fait combien ? 3 IAC. On sait que le parcours PMA, donc les injections, c'est des injections d'hormones. Donc il y a un énorme chamboulement pour le corps de la femme. Voilà. Comment est-ce que tu as vécu ce chamboulement hormonal en même temps, du coup, que tu travaillais à plein temps et que tu t'accrochais quand même à ce nouveau travail ? Comment tu as vécu cette période-là ? Alors déjà, je pense que j'ai dû prendre sur l'année de PMA 10 kilos. Parce que les injections, en fait, ça te fait... En tout cas, sur mon corps, ça te fait énormément grossir. Et puis ça te fait gonfler d'eau, un peu comme quand tu es sous cortisone, quoi. Parce que sur mon corps, c'était ces effets-là. Donc déjà, rien que ça, déjà que tu détestes ton corps, en plus, il te le rend bien, quoi. Et en fait, donc moi, je travaillais à Antibes. Et la gynécologue, elle était à Garbegère, donc à côté. Donc en fait, elle me faisait les inséminations entre midi et 2 sur mon temps de pause pour pas que j'ai à m'absenter de mon travail. Ok. Donc c'était un chamboulement, enfin c'était un roulement à faire. Il fallait aller au labo à côté de Dzanc, récupérer le sperme, aller après chez la gynécologue, l'insémination, rester les jambes levées, repartir travailler comme si de rien n'était. Et tout ça, je l'ai fait sans que personne s'en rende compte, quoi. Incroyable. Parce que je voulais pas entacher ma vie professionnelle, quoi. Et puis des fois, et surtout c'est que des fois j'y allais 4 fois dans la semaine parce qu'elle disait ah non c'est pas le bon jour, peut-être demain, peut-être machin. Ah oui, parce qu'en plus il faut que ce soit le bon jour dans ton cycle hormonal. Oui, c'est-à-dire qu'en fait elle te fait au moins 3 échographies avant pour contrôler que c'est vraiment le jour. Après elle te dit bah là vous allez vous injecter pour déclencher l'ovulation, là vous venez entre telle heure et telle heure. Elle calculait tout pour qu'elle puisse me le faire entre. Enfin là, je te dis, elle a été incroyable. Tu devais être épuisée. Ouais, mentalement et physiquement. Et puis surtout, c'est que chaque mois, l'attente, chaque mois, l'espoir et chaque mois, te dire que tu as subi tout ça pour rien, quoi. Et oui, c'est long. C'est vrai qu'un cycle nous semble une éternité quand on est dans ce genre de parcours. Et ouais. En fait, il faut vraiment le vivre pour comprendre Et puis pour le couple aussi, parce que avant les inséminations, c'est des rapports recommandés, heures fixes. Enfin, faut s'accrocher. Tout est cadré. Tout est cadré. Et du coup, est-ce que tu as quand même songé à peut-être lever le pied sur le travail pendant ce parcours, ou est-ce qu'au contraire, ça a été ton refuge ? Alors non, j'ai pas levé le pied. En revanche, Antoine, il m'a dit à un moment, on a fait une pause de 3 ou 4 mois, je crois. Entre vous ? Non. Ah. De PMA. Ah, d'accord. Ah non, non. J'ai eu peur. Avec Antoine, non. Non, et il m'a dit, là, t'es épuisée. J'en peux plus de te voir dans cet état-là. J'en peux plus de te faire du mal. Si on n'y arrive pas comme ça... Antoine a été adopté, donc... il dit, si on n'y arrive pas comme ça, on pourra faire famille autrement, en fait. Il a dit, là, on fait une pause. Il dit, je n'en peux plus de te voir souffrir. Je n'accepte plus, en fait. Et moi, je lui ai dit, il m'a pas laissé le choix, en fait. Il m'a obligée. Et ça a été extrêmement difficile d'accepter de faire une pause, parce que moi qui suis quelqu'un qui contrôle tout le temps, j'aime bien, et là j'avais plus aucun... mais mon corps et ma tête en avaient besoin. Ouais. Entre-temps, j'ai été suivie par une psy qui fait de l'hypnose, qui m'a aidée, je pense. Ça plus de l'acupuncture, c'est les 2 trucs qui m'ont débloqué psychologiquement et physiquement, je pense, et qui ont aidé ma fille à s'installer. Donc cette petite Serena est arrivée dans ta vie, dans votre vie. Dans notre vie, ouais. Pendant ta grossesse, tu t'es arrêtée de travailler ou tu as travaillé tout le long ? Pas du tout. J'ai travaillé, j'ai eu aucune complication. À part du diabète gestationnel, j'ai eu aucune complication pour la grossesse de Serena. Juste comme j'avais 1h30 de trajet par jour aller-retour, le dernier mois, mon directeur m'a proposé de travailler de la maison. Vraiment. Et du coup, j'ai pu travailler de la maison, et du coup, il m'a dit un truc. Il m'a dit, écoute Céline, il m'a dit, je te ferai tout ce que tu veux. Le congé, les temps des congés dont tu as besoin, etc. Mais juste, sois sincère avec moi. Me dis pas que tu vas revenir si tu veux pas revenir. Si tu sens que tu as envie de partir, dis-le. Je t'aiderai à partir, il n'y a aucun problème, mais me la fais pas à l'envers. Il voulait de l'honnêteté. Il voulait de l'honnêteté, alors que tout le monde m'avait dit, quand je lui ai annoncé ma grossesse,
En fait, j'ai fait de l'hyperémèse pour mes 2 grossesses. Et du coup, j'ai été arrêtée le premier mois de ma grossesse. Tu peux nous expliquer ce que c'est l'hyperémèse ? L'hyperémèse, c'est la maladie de Kate Middleton pendant sa grossesse. C'est quand tu vomis entre 15 et 35 fois par jour. Tu peux même pas te lever tellement tu es affaibli. C'est-à-dire que tu peux répondre au téléphone, te lever de ta chaise, tout te fait vomir. Donc je ne pouvais plus travailler. J'étais même trop faible pour me lever. Donc travailler, c'était impensable. Et du coup, quand je suis arrivée alors que j'étais en arrêt maladie, truc très mal vu dans ma boîte, a priori, je suis allée leur annoncer en personne que j'étais enceinte pour leur expliquer pourquoi j'étais autant absente, etc. Et il m'a félicité. Il m'a en aucun cas dit... Et c'est là où il m'a dit, s'il te plaît, tu sais, la maternité, ça change les femmes et peut-être que toi, ça va te changer. Et moi, je lui ai dit, mais pas du tout. Je veux peut-être 6 mois et c'est tout. Et après, je vais revenir normal. Il m'a dit, pas de problème. Si c'est ce que tu veux, c'est ce que tu auras. Et si tu veux autre chose, tu l'auras aussi. Tu as été hyper soutenue. Incroyable. Là, je pense que c'est un des meilleurs directeurs que j'ai eu. Donc, tu as quand même abordé finalement cette maternité avec de la sérénité. Beaucoup de sérénité. De la part de ton employeur. Alors, j'imagine pas de la sérénité parce que c'est un bébé que tu as attendu quand même longtemps. Mais en tout cas, de la sérénité de part... En tout cas, j'avais pas peur de perdre mon emploi. Voilà, t'avais pas peur que ça mette à mal ta carrière. Exactement. C'était important pour toi. Et c'était très important. Et surtout, c'est que j'avais pas... Quand je lui ai dit que les trajets et tout, il m'a accompagnée dans tout, vraiment. Il m'a mis des bâtons dans les roues, dans rien. Ta petite Serena est arrivée. Voilà. Comment ça s'est passé la suite ? Quand est-ce que tu as repris le travail ? Comment ça s'est passé ? Pas du tout comme je l'avais imaginé. Donc Serena est arrivée le 4 juin 2016. Et j'avais dit à mon directeur que j'allais prendre au moins 4 mois. Donc, normalement, juin, juillet, août, septembre, je lui avais dit que j'allais reprendre le travail. Au mois de septembre, je l'ai appelé, je lui ai dit Stéphane, je me sens pas capable de reprendre le travail maintenant, je veux prolonger. Et il m'a dit, tu sais Céline, je veux prolonger jusqu'au mois de mars. Il m'a dit, moi je te conseille pas de revenir au mois de mars, ça va être trop compliqué pour toi. Ta fille, elle va être encore petite et tout, et au mois de mars, tu seras sur des demi-objectifs, parce que nous, on travaillait de septembre à septembre. Il a dit, du coup, tu vas avoir une pression énorme. Et si tu veux revenir sereinement, si tu le peux financièrement, je te conseille plutôt de revenir en septembre, de prendre une année avec ta fille. Une année complète. Une année complète. Avec donc congé maternité plus congé parental. C'est ce que tu as fait ? C'est ce que j'ai fait. Et au mois de septembre, quand je devais reprendre le travail, on a déménagé sur Mandelieu. Et donc, je suis allée faire les papiers pour inscrire notre fille à la crèche pour pouvoir reprendre le travail. Et là, j'ai dit à Antoine, c'est pas possible. Je l'avais jamais fait garder. Elle était toujours allaitée. Elle dormait en cododo avec moi. J'ai dit, je peux pas, en fait. Je me sens pas capable de la laisser. Je peux pas aller travailler et la faire élever par quelqu'un d'autre. Je suis pas capable de faire ça. J'ai rappelé mon directeur et je lui ai dit, je suis désolée, je peux pas. Je peux pas faire ça. Et il m'a aidé. Il m'a aidé à faire une rupture conventionnelle. Il a même fait venir son avocat chez nous, à domicile, pour me signer les papiers. Et l'avocat m'a dit, je sais pas ce que vous lui avez fait. Et il a jamais été aussi sympa avec personne. Je lui ai dit, juste, en fait, j'ai été honnête avec lui. J'ai pas essayé de lui mentir. Comme il a été honnête avec toi. Comme il a été extrêmement réglo avec moi tout le temps où j'ai été, pendant les 4 années, je crois, où j'ai été salariée chez eux. Du coup, quand tu as voulu arrêter ce travail, que tu as décidé du coup de garder Serena avec toi, tu avais l'impression que c'était un sacrifice ? Oui et non. Parce que j'avais plus l'impression de sacrifier ma fille si je la faisais garder que de me sacrifier. En fait, si tu veux, à ce moment-là de ma maternité, le sacrifice aurait plutôt été de travailler et de la laisser. J'aurais plus souffert que de perdre. Et puis après, je me suis dit, je trouverai autre chose, c'est pas grave. Et puis, je me sentais plus capable de rentrer à 18h30 le soir et de l'avoir une demi-heure par jour. Je me suis dit, je me suis pas battue autant d'années pour faire un bébé en PMA et pour finalement l'avoir jamais. On sait que la PMA, ça peut être aussi une épreuve pour le couple. Hein. Tu nous en as parlé un petit peu avant. Antoine, il a connu du coup une femme carriériste qui a voulu avoir un job à tout prix avec des responsabilités. Et du coup, là, tu passais dans cette maternité où tu avais envie de prendre du temps, de lever le pied, de vraiment te concentrer sur ta vie de famille. Est-ce que ça a été un problème dans votre couple ? Comment est-ce qu'il l'a vécu, lui ? Franchement, Antoine, c'est pour ça que ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Hein, c'est mon binôme. C'est-à-dire qu'il faut s'accrocher pour... J'ai 3 idées à la minute, donc il faut s'accrocher pour me suivre.
Mais il est tout le temps d'accord avec moi. C'est-à-dire, à part quand si je devais me mettre en danger ou nous mettre en danger financièrement ou quoi que ce soit, il m'accompagne tout le temps. C'est-à-dire qu'il a trimé 10 fois plus pour me permettre d'être à la maison avec notre fille à l'époque. Il m'a dit, si c'est ce que tu veux, si c'est le mieux pour vous deux, pas de problème, on y va. Donc ça a été bien accueilli dans votre couple. Très bien accueilli. Et dans ton entourage, est-ce que tu as eu ressenti, dans tes amis, ta famille, est-ce que tu as ressenti qu'il y a des personnes qui voyaient d'un mauvais œil que tu ne retournes pas travailler tout de suite ? Mes parents, pas du tout. Nous ont même aidé beaucoup financièrement pour pouvoir survivre pendant cette transition. C'est important d'en parler de l'aspect financier parce que je pense que c'est des choses qui sont tabous, mais c'est un vrai problème et c'est très honnête d'en parler et il faut en parler parce que s'arrêter de travailler avec le peu d'aide qu'on a et c'est un sujet aussi financier. En fait, le congé parental, c'est 400 € par mois. Donc, à un moment, tu vis pas sur la Côte d'Azur, même dans n'importe quelle région. Maintenant, en 2025, tu vis pas. Non. Un seul salaire et 400 €, ça suffit pas pour payer le crédit, la voiture. Donc, non, effectivement, je suis bien lotie et j'ai pu avoir de l'aide, de mon mari qui a beaucoup travaillé, mais aussi de mes parents. Sans ça, quand on dit quand on veut, on peut, c'est faux. Il y a des fois, moi je connais des amies qui auraient rêvé de ça, mais sauf qu'elles n'avaient pas de soutien familial, ou elles n'avaient pas un mari qui gagnait suffisamment pour pouvoir se le permettre, et elles se retournaient au travail, et ça a été un déchirement. Et ça a été un sacrifice, des fois qu'il y en a même pour sombrer dans des dépressions postpartum. Parce que du coup, elles avaient l'impression d'avoir... Donc voilà, il faut... Et je trouve que c'est très culpabilisant de dire aux mères... en fait, de reprocher aux mères de reprendre le travail vite. Il y en a qui n'ont pas le choix, en fait. Quand tu as beaucoup de trucs à payer, tu n'as pas le choix. Et au contraire, il y en a qui veulent et pour qui ça leur fait du bien parce qu'elles sont moins à l'aise pas forcément moins à l'aise avec leur maternité, mais qu'en tout cas, elles en ont l'envie. Oui, voilà. Et je trouve que chacun fait ce qu'il veut. Et surtout, moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est propre à chaque duo, mère-fille, mère-fils, famille, etc. C'est-à-dire qu'on peut pas... ce qui me convient à moi te conviendra peut-être pas à toi ou à d'autres personnes, quoi. Et tes amis, tes collègues de travail, est-ce que tu as senti des fois un jugement un peu négatif ou est-ce que tu as plutôt été très bien accueilli et bienveillant ? Ce que j'ai surtout ressenti, c'est de l'envie. Mais pas de l'envie de façon négative, mais... C'est intéressant. En fait, t'as beaucoup de chance, Céline. C'est chouette que tu puisses passer autant de temps avec ta fille. J'aurais aimé avoir cette chance. Parce que tes copines et tes mamans plutôt autour de toi ? Presque. Alors, mes copines du Sud, oui. Mes copines de Lyon, pas forcément encore. Mais mes copines d'ici, oui. Et mes collègues de travail, notamment. Et elles me disaient qu'elles n'avaient pas eu cette chance de pouvoir le faire. Mais que ça avait été dur, justement, de laisser un tout petit bébé. Surtout que les premières années, ils sont beaucoup malades, etc. Enfin, en plus d'être dur, c'est que tu te retrouves à devoir jongler entre les arrêts les maladies de tes enfants, les absences au travail vont te mettre la pression parce que tu es trop absente, etc. Enfin, c'est une logistique qui est difficile. Serena est arrivée pendant... pardon, pas Serena, c'est la plus grande. Stella est arrivée du coup pendant que tu avais ton congé parental ou est-ce qu'elle est arrivée, tu avais déjà repris le travail ? En fait, quand j'ai arrêté mon poste chez Clair Azur, après, je me suis dit que du coup, la com, au sens pur, c'était plus possible en fait, d'être dans un bureau 35-40 heures par semaine. Moi, j'avais plus envie. T'avais plus envie d'un employeur ? J'avais plus envie d'un employeur, déjà. Et j'avais plus envie d'être sur un boulot de bureau fixe, quoi. Et en fait, quand j'ai fait mes études en communication... Il y a un souci ? Non. Ah, d'accord. Non, quand j'ai fait mes études en communication, j'avais dit à Antoine que je voulais être formatrice en communication. Nos profs, ils étaient géniaux en BTS et je leur avais dit même que j'allais travailler 10 ans dans la com et qu'après, j'allais l'enseigner. C'était ce que j'avais décidé de faire. Et là, il se trouvait que ça faisait un peu plus de 10 ans que j'étais dans la com, donc c'était le bon moment. Et je me suis dit qu'avant d'être formatrice, j'ai été professeure des écoles pendant 1 an. Ah bon ? Oui. À Stanislas, à Cannes. Donc quand tu avais Serena ? Oui, Serena, elle avait 2 ans. Donc comment est-ce que tu as enseigné du coup à Stanislas à Cannes ? Serena, tu la faisais garder ? Alors 2 jours par semaine, elle était à la crèche les 2 jours où j'étais à Stan. Du coup, tu as été plus sereine de la laisser à cet âge-là et que 2 jours ? Oui, parce qu'elle avait presque 2 ans et demi et que je m'étais dit que c'était une bonne transition pour elle avant l'école. Oui. Et surtout, c'est que j'avais toutes les vacances scolaires.
tous mes mercredis. Donc en fait, je trouvais que je commençais déjà à trouver que le maternage proximal, il était moins nécessaire et que c'était un bon compromis pour elle et moi. Moi, de remettre un peu les pieds dans le bain et elle, de commencer un peu la collectivité. Vous étiez prêtes, toutes les deux. Toutes les deux. Donc, tu fais cette année d'enseignement. Oui. Derrière, tu décides d'enseigner la communication. Oui, parce qu'en fait, je voulais me former. En fait, je trouvais que les enfants étaient formateurs et qu'eux, ils ne te pardonnent pas. C'est-à-dire que si tu n'as pas de pédagogie, un adulte, il va faire semblant. Ou il va aller dire par derrière que tu es la pire des formatrices. Mais un enfant, il va te mettre tellement le bazar dans la classe. Et du coup, c'est hyper formateur, hein, vraiment. Et j'ai adoré. Et t'es arrivée derrière Serena. Stella. Non, pas tout de suite. Pas. Non, là, Serena, elle avait que 2 ans. Et donc, de ces 2 à 3, j'ai été professeure des écoles. D'accord. Et quand elle a eu 3 ans, là, j'ai commencé la formation pour adultes. Donc, j'étais formatrice en communication. Et là, elle était à l'école. Et en fait, ma limite, c'était que j'ai dit à la boîte dans laquelle je travaillais, parce que j'étais pas encore indépendante, là, j'étais salariée, mais je leur ai dit, je travaille aucune vacances scolaires, aucun mercredi. Et ils ont accepté. Au niveau financier, tu gagnes aussi bien ta vie qu'avant ? Aussi bien, non. J'ai bien amputé de 30% de mon salaire, quoi. Mais par contre, j'avais tellement gagné en qualité de vie, c'est-à-dire que pour 30% de salaire en moins, j'avais ma fille tout le temps. C'est-à-dire que j'étais là quasiment tous les soirs à l'école. Le mercredi, elle n'est jamais allée en centre de loisirs. Les vacances scolaires, elle n'est pas allée au centre de loisirs. Je pouvais être avec elle. Alors c'est sûr, j'avais plus de temps avec elle, mais on avait peut-être moins de budget pour les vacances. Oui. Et ben voilà, mais il faut dire la vérité, voilà. Mais en tout cas, c'était pour toi le choix qui s'est ouvert à toi oui. Et qui était. T'as pas eu de. En fait, ce que je veux faire, ce que je voulais te poser comme question, c'est vraiment. Est-ce qu'il y a des fois, tu t'es dit, oh là là, j'ai abandonné ma carrière, j'aurais peut-être dû parce que maintenant je gagne moins. Est-ce que tu as eu un moment de transition comme ça ou jamais tu as été convaincue que tu voulais rester avec ta fille ? J'ai été convaincue et en fait, par moment, ça me prend. J'ai des genres. Je vais sur Indeed et en fait, je postule. Je te jure que c'est vrai. Juste, tu sais, pour flatter mon ego. Ouais. Et genre, je postule et souvent, je suis reçue en entretien. On me propose les postes et en fait, à chaque fois, je dis, mais c'est pas possible, je peux pas rentrer. Mais tu as peut-être besoin de te prouver que tu es... En fait, j'ai besoin de me dire que j'ai une bouée de sauvetage. Et que si jamais j'ai envie de reprendre un poste qui me prend beaucoup de temps, etc., je peux le faire. Donc, tu as quand même encore ce petit feu en toi qui a envie d'avoir un côté assez carriériste. C'est l'ambivalence. C'est l'ambivalence, c'est ça. En fait, alors, le truc, c'est que là donc, quand tu me demandais, en fait, donc, Serena, elle avait 5 ans quand sa sœur est née. Donc, il y a eu beaucoup d'écart entre nos 2 filles. Et donc là, ma deuxième vient d'avoir 4 ans, Stella. Tu as été en parcours PMA aussi pour Stella ? Non, Stella, elle est arrivée au bout d'1 mois d'essai. Okay. Alors, mon corps était réparé. Serena était mon médicament. Mais souvent, il y a souvent des personnes qui font des parcours PMA pour un premier et qui derrière arrivent plus facilement à... La mémoire du corps, oui. C'est fabuleux. Enfin, c'est vraiment... le corps sait, en fait. Mm. Ça dépend des pathologies, mais en tout cas, pour les ovaires polykystiques, souvent, le corps, il est capable de reproduire... Et quand Serena est arrivée, tu t'es arrêtée de travailler aussi ? Stella. Oh. Je sais qu'on a choisi des prénoms qui se ressemblent trop. Je la repose. Quand Stella est arrivée ? Alors, quand Stella est arrivée, en tout cas, quand j'étais enceinte d'elle, je travaillais. Et j'ai travaillé jusqu'à la fin de ma grossesse. Mais c'est tombé pendant le Covid. Et donc, il y a une partie encore où on était encore un peu en distanciel. C'était juste après, elle est née en 2021, mais on était en transition où, tu sais, les cours, il fallait prendre le masque pour travailler, etc. Comme j'avais de l'hyperémèse, avoir le masque, c'était juste le pire des cauchemars. Donc, ils ont accepté que je donne tous mes cours en visio et ça a posé aucun souci. Donc, j'ai travaillé jusqu'à la fin de... Mon contrat, en fait, dans cette boîte-là, il se finissait à la fin de la grossesse de Stella. Du coup, Stella, tu as repris 2 ans derrière ? Tu as refait une pause de 2 ans ? Alors, pareil, quand Stella, elle a eu 9 mois, j'ai envoyé des candidatures. J'ai été prise dans... Non, mais... On adore. J'ai été prise dans les 2 postes, Sup de Com à Mougins et un autre au Tourade. Et en fait, Sup de Com, c'était un poste à temps plein, etc. Et je me sentais pas capable de nouveau de laisser ma fille. Elle était trop petite. Et ça a mis très en colère. D'ailleurs, s'il entend le podcast un jour... Alors, le poste, maintenant, il peut me le reproposer parce que maintenant, mes filles sont grandes, je pense que je peux l'accepter. Mais à l'époque, j'étais pas prête à sacrifier autant de temps
Sur un bébé qui était encore allaité et tout, je me sentais pas capable. Oui, parce que tu as allaité tes 2 filles. Très longtemps. Eh oui. 3 ans. Ah oui. Très longtemps. très longtemps. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai accepté le poste, mais à une seule condition, de travailler que 2 jours par semaine. D'accord. Et donc, sur le lundi et le mercredi, pourquoi ces jours-là ? C'est qu'en fait, le mercredi, Antoine, il pouvait garder les filles à la maison, donc elles n'étaient pas gardées. Et le lundi, il travaillait que l'après-midi. Donc en fait, il gardait Stella le matin, il la laissait à ma mère le lundi après-midi, donc elle était quasiment pas gardée en fait. Je voulais qu'il n'y ait pas de changement pour elle. T'étais sereine. J'étais hyper sereine, je savais qu'elle était soit avec mes parents, soit avec mon mari, et du coup j'ai pu reprendre très tranquillement le travail là-dessus. J'ai arrêté, ils m'ont proposé un CDI, j'ai refusé. Parce que j'allais devoir la laisser trop de temps et que j'allais plus avoir la liberté de choisir ce que je voulais faire dans mes horaires et tout, et que là je pouvais leur imposer. Et du coup là j'ai commencé, là où on travaille ensemble, à enseigner le marketing et la communication à des étudiants. Bon, après on rigole, mais je trouve que ça reflète bien le fait que... Non mais c'est vrai, ça reflète bien le fait qu'on a envie d'être très maman. En tout cas, ce que tu ressens toi, c'est comme ça que je le ressens, hein. Ce côté, j'ai envie d'être très maman, d'être là pour elle et de passer un maximum de temps avec elle, mais en même temps, j'ai ce feu en moi de vouloir construire une carrière, gagner ma vie confortablement, certainement du modèle de tes parents que tu as eu aussi. Et tu as quand même ce tiraillement entre les deux. Hein. Entre deux feux, non mais c'est ça, Et en fait, le truc, c'est que là, maintenant, je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre Déjà, j'adore le métier que je fais vraiment, vraiment. Enfin, j'ai l'impression de pas aller travailler. En enseignant la communication, j'ai plus l'impression de faire un loisir, en fait. Parce que j'ai eu des classes hyper, hyper cool jusqu'à présent. Franchement, la marketing et la communication, c'est une matière ludique à enseigner. C'est pas, j'ai rien contre les profs de maths, mais je veux dire, enseigner les maths, la physique, chimie et tout, tu passionnes moins, à part quand tu es dans des filières scientifiques, tu passionnes moins les élèves. Oui. Alors que là, c'est très ludique, on fait des jeux de rôle, on fait plein de choses comme ça, on invente des pubs, on invente des slogans, enfin c'est vraiment cool à faire, donc je trouve ça vraiment sympa. Donc là, aujourd'hui, tu dirais que tu as trouvé un équilibre. Un très bon équilibre, mais... Il y a un mais. Il n'y a pas de mais. Tout à l'heure, quand on parlait, j'ai dit que je voulais être soit vétérinaire, soit dans la pub, soit avocate. Et j'hésite, quand mes filles seront un peu plus grandes, à reprendre mes études pour passer mon barreau. Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, j'ai un profond sens de... Je déteste l'injustice. Et maintenant que... on n'en a pas parlé, mais avec mon blog que je tiens depuis 7 ans sur la famille, etc., je défends beaucoup toutes les maltraitances faites sur les enfants, toutes les injustices aussi sur les mères, parce qu'il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les mamans, les papas des fois. Les injonctions qu'on donne aux femmes avec la maternité, le fait qu'on abandonne beaucoup les mères après l'accouchement. Toutes ces choses-là, et je me suis dit que peut-être je voulais être avocate en droit de la famille. Okay. Pour accompagner des mères, des enfants. Donc je ne sais pas si ça va rester un projet ou pas, je ne sais pas si je trouverai le feu à ce moment-là, la ressource, parce qu'il faut quand même que les filles soient suffisamment grandes, parce que reprendre ses études en droit, c'est quand même beaucoup, c'est un gros sacrifice de temps. Et je sais pas si je serais capable, en fait, tant qu'elles seront petites, même si là elles sont moins petites quand même, de sacrifier le temps que j'ai avec elles au détriment de mes études. Oui, il faut quand même qu'elles aient une certaine autonomie. Voilà. C'est-à-dire que si je leur dis que j'ai besoin de bosser une après-midi, j'ai pas envie qu'elles soient tristes et qu'elles attendent en fait que le temps passe, parce que je veux pas qu'elles subissent mes choix en fait. Je comprends. Voilà. Très clair. Qu'est-ce que je voulais... Oui, alors effectivement, Céline a un blog qui est extrêmement bien écrit. Elle a une très belle plume. Non, vraiment. Je vous mettrai le lien de son blog parce qu'il y a des très beaux articles et qui, à mon avis, vont parler à beaucoup d'entre nous. Et comme quoi ce sujet de la maternité qui a quand même bouleversé finalement ta carrière professionnelle et ma vie et ta vie, alors ça bouleverse toutes les vies je pense. Mais effectivement ça a quand même rebattu les cartes de ton côté qui pensait que tu allais évoluer dans cette société et avancer très patriarcale ou du coup
Mais surtout, en fait, ce que ça a bouleversé aussi, c'est que l'allaitement. Je Oui, pense alors, que si j'étais pas passée pourquoi par pas la approfondir PMA, là-dessus, effectivement. J'aimerais bien qu'on approfondisse un petit peu là-dessus parce que je pense qu'on va avoir des personnes allaitantes aussi qui pourront nous écouter. C'est quand même beaucoup d'investissement, l'allaitement. surtout quand tu reprends le travail. Ça a pesé dans la balance pour ta décision de rester à la maison ? Pour Serena, oui. Pour Stella, moins, étant donné qu'elle était gardée soit par mon père et ma mère, soit par son papa, mon mari. Je pouvais tirer mon lait et lui donner. C'est pas comme tous les protocoles où des fois, à la crèche, ils acceptent pas le lait, etc. Là, je savais que quoi qu'il arrive, elle manquerait pas de mon lait, mais ça veut juste dire qu'entre tes cours, tu vas tirer ton lait, qu'il faut le stocker dans des glacières. Enfin, c'est quand même... ça m'est déjà arrivé d'avoir des montées de lait pendant les cours et tout. C'est pas... Niveau conditions pro, t'es pas au max. Hein. Ouais. Surtout devant une classe de 30 élèves. Hein. Ouais. Et puis, au point de vue logistique, c'est quand même lourd. Hein. C'est lourd. Puis quand il fait chaud, il faut avoir des trucs pour garder au frais. Si tu le mets au frigo, les gens disent c'est quoi ton truc transporte quoi ? Alors, surtout que le revers de la médaille, c'est que quand on est indépendant, on n'a pas... Alors, maintenant, la loi impose, quand on est salarié, d'avoir du temps pour tirer son lait. Ouais. Ce qui n'est pas le cas quand on est indépendant. Ben non. Puisqu'on est indépendant. Voilà. Donc, c'est à nous de gérer notre planning pour pouvoir le faire. Quoi. Ouais. Oui, donc ça a quand même pesé dans la balance dans tes choix de carrière aussi. Oui, puis quand je suis allée travailler, et puis comme tu dis, quand on est indépendant, en fait, quand tu es malade, etc., t'as pas de jour enfant malade, t'as pas d'arrêt maladie. Si tu travailles pas, t'as pas de salaire. Ouais. Donc je suis déjà allée travailler avec des mastites, j'avais 42 fièvres, j'avais mal partout, mais il fallait assurer quand même, quoi. C'est le revers de la médaille. Avec le recul, quand tu regardes du coup ce parcours et cette maternité et tes choix de carrière, est-ce que tu as des regrets ? Alors, des regrets, je sais pas. Je pense que si c'était à refaire, je refais à peu près tout pareil. Peut-être que... alors, pour Serena, en fait, mes parents sont hyper importants dans ma vie. Ils sont très, très importants. Et en fait, mon père est tombé gravement malade 3 mois après l'accouchement de Serena. Ok. On a même cru peut-être qu'il allait mourir. Enfin, il a déclaré une maladie auto-immune. Et du coup, je me suis retrouvée dans un moment de grand bouleversement émotionnel avec... du coup, mon modèle parental qui s'effondrait, entre guillemets, parce que mon père était malade et que du coup, ceux que j'avais vus comme mes rocs toute ma vie, ils étaient plus si solides que ça. Et avec le bouleversement d'être maman après 3 ans d'attente, etc. Donc, ça a été difficile. Et j'ai eu du mal à me faire confiance un peu au début. C'est-à-dire que je doutais beaucoup quand on me disait c'est pas bien de dormir avec son enfant, c'est pas bien de l'allaiter, tu fais trop ci, tu fais trop ça. Je me remettais trop en question tout le temps. J'avais peur que les gens aient raison, alors que pour ma deuxième, mais je m'en fous. C'est-à-dire que la vie des gens, mais je fais des tartines de Nutella avec. C'est-à-dire que c'est pas. En fait, ça. La seule importance que j'ai, c'est que j'ai vu que j'ai fait grandir ma première fille et qu'elle a l'air, a priori, j'espère, plutôt bien dans ses baskets et heureuse, et que c'est tout ce qui compte. Bien sûr que j'ai fait des erreurs, bien sûr que je vais probablement lui laisser des séquelles, mais en tout cas, j'ai fait au mieux et je suis assez sereine dans les choix que j'ai fait. Allaitement, quand on m'a dit oui, dors pas avec tes enfants, après tu verras, ça va être un calvaire et tout, bah pas du tout. Pas du tout pour nous en tout cas. Ton seul petit regret, ça aurait été de peut-être ne pas t'avoir fait confiance assez tôt. Oui, en fait, d'avoir eu peur de me faire confiance. Et du coup, ça a quand même ajouté beaucoup d'angoisse dans ma maternité, c'est-à-dire que j'étais pas du tout aussi sereine pour Serena que je le suis pour Stella. Et aujourd'hui, de quoi tu es heureuse ? De ma vie, de notre famille avec Antoine, de tout ce qu'on a réussi à construire et d'avoir réussi à faire une famille heureuse. Tu as trouvé ton équilibre ? Je pense l'avoir trouvé. Je te dirai ça dans un an. Pourquoi dans un an ? Parce que j'en sais rien, peut-être je vais me réchauffer à postuler sur Indeed. Mais non, là, je pense pas. Je pense que franchement, pour plusieurs années, je suis vraiment calée sur le bon compromis de temps pour moi. Parce que du coup, j'ai réussi à maintenant, ce que j'avais pas fait jusqu'à l'entrée à l'école de Stella, mais avoir du temps pour moi, du temps pour ma famille et du temps pour le travail. Et mon couple, évidemment, quoi. Mais ça va dans le temps pour moi. Très clair. Si un jour tes filles écoutent ce podcast, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Est-ce que tu connais la chanson de Youssoupha ? Non. Enfin, si, sûrement. Dieu est grande. C'est... Tu veux nous la chanter ? Non, je rigole. J'ai pas ce talent.
en fait, en gros, il dit dans ma tradition, Dieu dit, parce que chez les musulmans, en fait, si je dis pas de bêtises, je crois qu'avoir une fille comme premier enfant, c'est une bénédiction. Et en gros, il lui dit qu'elle est forte, qu'elle n'est pas obligée d'être Michelle Obama, elle n'est pas obligée d'être extraordinaire, elle est juste obligée d'être elle, en fait. Qu'il ne faut pas qu'elle écoute les hommes dans sa vie, il faut qu'elle s'écoute elle et qu'elle soit heureuse. Et ce que je voudrais dire à mes filles maintenant, c'est que je suis extrêmement fière d'elle. Serena, elle a combattu beaucoup de choses avec ses neuroatypies, etc. Et que je voudrais qu'elles soient juste heureuses. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligées d'avoir des enfants si elles n'ont pas envie d'en avoir. Elles ne sont pas obligées d'en avoir 10 si elles en veulent qu'un. Je les accompagnerai quel que soit leur choix. Et je serai toujours avec elles, de leur côté. Même si elles font des bêtises, je les aiderai, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que je leur tournerai jamais le dos. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une femme qui du coup a un enfant en bas âge et qui hésite à lever le pied sur sa carrière, qui elle est en pleine ascension de sa carrière professionnelle et qui a cette maternité qui vient bouleverser ses projets? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Tu dirais une femme qui a peur que ça lui mette des freins? Oui. Je lui dirais déjà que contrairement à tout ce qu'on peut croire, souvent la sincérité ça paye. Et que on protège déjà, si jamais tout est déclaré bien correctement, on protège quand même énormément les femmes enceintes en France. Que du coup, il ne faut pas hésiter à faire les choses bien en règle, à annoncer sa grossesse de façon formelle et officielle, soit par lettre recommandée, soit avec une lettre mise en main propre, etc. Au cas où la société dans laquelle tu es, elle décide de te faire des coups bas, licenciements, etc. Puisque à partir du moment où tu l'as déclaré, après, elle est protégée. Et qu'il faut qu'elle s'écoute, elle, parce qu'en fait, on n'a qu'une vie et on n'a qu'une fois des enfants petits. Et qu'une fois qu'ils sont grands, moi, je vois Serena, elle a déjà 9 ans. Et quand je revois les vidéos d'elle quand elle était bébé, j'ai les larmes aux yeux parce que je me dis que j'aurais loupé tout ça si j'avais pas été avec elle. Et que si c'est vraiment ce qu'elle a envie de faire, il faut le faire. En revanche, il faut pas qu'elle le fasse parce que la société lui dit de le faire. C'est-à-dire que c'est pas parce que toutes les femmes de sa famille sont mères au foyer qu'elle est obligée de l'être. Si mes filles, elles décident de ne pas allaiter leurs enfants, de ne pas faire de cododo et de ne pas prendre 2 ans pour chaque enfant, je leur jetterai pas la pierre. Parce que ce sera leur façon d'être heureuse, en fait. En revanche, je les aiderai pour garder leurs enfants, pour faire en sorte que l'équilibre il soit trouvé pour tout le monde, quoi. Merci beaucoup, Céline, merci pour à cet toi. échange. Je suis très émue et ravie d'avoir eu la chance d'être à ton micro aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour cette sincérité, pour nous avoir retracé ce parcours PMA qui a rebrassé les cartes de ta vie professionnelle. Oui. On a bien ressenti le tiraillement et l'ambivalence que tu as pu avoir. Il y a eu clairement un avant et un après, oui, que tu as manié avec brio, donc bravo. J'espère. En tout cas, je l'ai manié d'une façon qui, moi, m'a convaincue et m'a épanouie. Et c'est ce qui compte, je crois. Un grand merci à toi. Je vous mettrai du coup le lien du blog de Céline avec cet épisode. Je te souhaite plein de bonheur à toi, beaucoup. À ta petite famille. À toi aussi, Ophélie. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Je remercie encore chaleureusement Céline pour cet échange et son témoignage qui, j'espère, vous apportera beaucoup. Comme vous le savez, ce podcast me tient à cœur et votre soutien il m'est absolument indispensable pour qu'il évolue. Un petit like, un commentaire, chacune des manifestations que vous pourrez me faire me fait vraiment chaud au cœur. Ça m'encourage à avancer. Ça m'aide aussi à vous trouver de nouveaux invités. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire part de sujets que vous aimeriez ou d'invités que vous aimeriez voir dans un prochain épisode. Je me ferai un plaisir de les lire et de les prendre en considération. Vous pouvez également vous abonner. On a notre compte Instagram, sur les plateformes d'écoute, mais aussi sur ma chaîne YouTube qui a vu le jour il y a très peu. En tout cas, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et je vous embrasse.